Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Bienvenue à l'émission En 60 minutes avec Céline Lebel et son invité. Ce soir, on vous présente un membre du Barreau du Québec. Il est également constitutionnaliste. Il est historien du droit et des institutions. Il est l'auteur de nombreux articles recherchés dans les pages du site d'information vigile.québec. Maître Christian Néron, constitutionnaliste historien. Nous rejoignons Céline immédiatement, sans perdre un moment. Allons-y tout de suite. Alors, bonjour, Maître Christian Néron, et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bien, ça me fait plaisir de vous parler parce qu'il s'agit encore d'un sujet d'histoire et de droit qui m'intéresse beaucoup. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler et d'entretenir vos auditeurs sur ce sujet-là qui est quand même important pour notre histoire à nous. Oui, très important. Et là, ben, c'était à partir d'une série américaine qui a commencé à apparaître le 26 septembre dernier, alors sur la chaîne Historia. Mm-hmm. Alors, ça a lieu le 7h, à 7h, le 19h plutôt, le samedi. Et donc, ça dure 2 heures. Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la première émission, qui était celle du 26 septembre. Là. Alors, parce que dans mon surtitre de l'article, j'avais écrit ce que la série américaine sur Washington ne vous dira pas. Oui, absolument, c'est ça. Et le titre de mon article, ben, c'est un assassin devenu président. Oui, voilà. Parce que George Washington, qu'on appelle le premier président des États-Unis, est en fait un assassin, n'est-ce pas? Oui, absolument. Parce qu'il a tué volontairement une dizaine de Canadiens. Ça, c'était, je pense, c'était le 28 mai 1754. Là. Mm-hmm. Alors, il faut, pour comprendre un petit peu ce contexte-là, parce que dans le fond, 1754, c'est que à cette période-là, les Américains ont décidé de traverser les frontières et d'aller occuper une partie du territoire sur juridiction française. Mm-hmm. Et ça, c'est à partir de 1749 qu'il y a eu un renversement de situation et de volonté à Londres. Et là, en 1754, le gouverneur de la Virginie, Robert Dinwiddie, va donner mandat à Washington. Il y a une troupe de miliciens de faire de la patrouille dans le territoire français. Enfin, dans le nouveau territoire anglais, parce que les Anglais ont décidé tout à coup que le territoire occupé par les Français depuis Cavelier de la Salle, donc depuis à ce moment-là, ça fait plus de 80 ans. Alors, donc ce territoire-là, on parle de la vallée de l'Ohio, l'espace que l'on retrouve entre le lac Erie et la rivière Ohio. On l'appelle la vallée de l'Ohio. C'est une vallée avec une forêt extraordinaire, avec beaucoup de cours d'eau. Et à partir de Cavalier de la Salle, il va être le premier Européen à découvrir ce territoire-là. Et à partir de là, ben, les Canadiens et les Français vont commencer à arpenter ce territoire-là. Il y a des missionnaires qui vont venir, il y a des trappeurs qui vont venir, il va y avoir des avant-postes de traite qui vont être construits. Donc, il va y avoir des rapports entre les Canadiens et les Indiens à partir de cette période-là. Donc, les Français vont considérer qu'ils ont juridiction
sur ce territoire-là. Et en plus, quand la Louisiane va se développer à partir des années 1700, alors la rivière Ohio va être utilisée comme chemin pour descendre vers la Louisiane, là. Donc, les Français et les Canadiens, en 1754, eux occupent dans un sens ce territoire-là. Ils le considèrent comme sous juridiction française. Et les Anglais, de leur côté, ne contestent pas la juridiction française sur ce territoire-là. Alors, donc, j'ai vu une carte, il y avait une carte anglaise qui avait été faite en 1746, qui avait été commandée par le gouvernement anglais. Donc, le géographe qui a fait la carte était Henry Popple, plutôt. Henry Popple, en 1746. Et sur la carte de l'Amérique du Nord, on voit à droite, à gauche plutôt, les colonies américaines, et là, à droite, les territoires sous juridiction française. Et Popple, sous la direction du gouvernement anglais, avait tiré une ligne qui séparait les colonies françaises des colonies anglaises. Donc, il avait tiré au crayon gras une ligne très, très large, là, qui séparait très bien les deux juridictions. Ça, c'est 1746, fait par un géographe sous commandement du gouvernement anglais. Donc, en 1746, il n'y avait pas de conflit de juridiction entre l'Angleterre et la France pour cette région-là. On parle de la région, disons que entre la ligne des eaux des Appalaches et le Mississippi. Donc, c'était territoire français. Mais par contre, on est en 1746, on est en pleine guerre de succession d'Autriche, et là arrive 1748, 28 octobre ou 18 octobre 1748, c'est la signature de la paix d'Aix-la-Chapelle. Donc, la guerre est terminée, la France garde ses territoires, l'Angleterre garde ses territoires, la carte de Popple, finalement, établit très bien la distinction entre les deux juridictions. Alors, on est à ce moment-là en octobre 1748. Mais par contre, dans le gouvernement anglais, il y a un noyau impérialiste. Et un noyau impérialiste sous l'autorité du duc de Cumberland, qui est le fils du roi. Donc, il se constitue un noyau de gens qui répudient finalement la paix d'Aix-la-Chapelle. Et ce noyau impérialiste-là décide de ne pas respecter les frontières et finalement d'ouvrir les colonies américaines vers la partie sous souveraineté française. Donc ça se passe à la fin de 1748 et au début de 1749. Il y a plusieurs décisions qui vont se prendre à ce moment-là. Alors, donc, l'une des choses qui va arriver, d'abord, dans la littérature qu'on peut lire, disons, du mois de novembre, décembre 1748, on lit les premiers commentaires sur la situation des Acadiens. Alors, il y a des gens à Londres, parmi le gouvernement, qui parlent d'expulser les Acadiens. Donc, l'idée naît là, à la fin de 1748, dans un mouvement de frustration, disons, provoqué par la paix d'Aix-la-Chapelle. Donc, on parle à Londres, il y a des documents que j'ai lus, et on parle clairement de se débarrasser de tous les Français qui sont dans nos anciennes colonies, dans nos colonies acquises en 1713. Donc,
Et les seules populations, en fait, sont les Acadiens de la Nouvelle-Écosse et ceux de Terre-Neuve. Donc, on parle déjà de se débarrasser des Acadiens. En plus, on décide de créer une colonie militaire anglaise en Amérique du Nord. Et cette colonie militaire-là va être la Nouvelle-Écosse. Et on va cibler Halifax, qui est un port naturel qui est capable d'abriter une flotte. Et on va cibler Halifax, on va choisir Halifax et on va en faire la capitale de cette colonie militaire. Donc, on va obtenir des montants d'argent importants pour créer de toutes pièces une ville militaire à Halifax. En même temps, le gouverneur Cornwallis va commencer à regarder du côté des Acadiens et commencer à les harasser avec la question du serment d'allégeance. Alors que les Acadiens n'avaient pas besoin de porter un serment d'allégeance parce que à partir de 1713, moment où ils sont tombés sous juridiction anglaise, ils devenaient, par l'opération de la loi, ils devenaient automatiquement des sujets anglais. Ils n'avaient pas à prêter aucun serment. Et en devenant sujet anglais, à ce moment-là, ils n'avaient pas besoin de prêter un serment d'allégeance. Parce que le serment d'allégeance n'était que dans les circonstances où quelqu'un, par exemple, individuellement, faisait une requête pour devenir anglais. Alors, si quelqu'un, par exemple, faisait une requête auprès du gouvernement anglais pour devenir anglais, puis qu'on acceptait sa demande, alors là, il y avait comme une formalité, une cérémonie dans laquelle il prêtait un serment d'allégeance. Mais ça se faisait juste individuellement. Mais quand un groupe changeait de souveraineté suite à un traité, toute la population devenait automatiquement sujet du nouveau roi. Donc, la question du serment d'allégeance a toujours été une question, dans le fond, qu'on a utilisée un peu comme un mécanisme psychologique pour être capable de les harasser continuellement, là. Et de les rendre mal à l'aise et leur demander de porter un serment d'allégeance qu'ils n'avaient pas à porter du tout. Mais on s'en servait comme élément psychologique. Donc, c'est Cornwallis qui devient le nouveau gouverneur. C'est un jeune gouverneur, donc il y a des ordres de Londres et donc il commence à harasser les Acadiens avec ce serment-là. Et plutôt pour les intimider. Et naturellement, c'est la création d'une nouvelle ville parce qu'ils ont beaucoup d'argent alors pour créer cette nouvelle ville-là. Et en même temps, 1749, c'est non seulement on veut faire une colonie militaire avec Halifax et la Nouvelle-Écosse, mais le président du Board of Trade, en Angleterre, il y a un organisme qui s'appelle le Board of Trade and Plantations. En fait, aujourd'hui, on appelle ça plutôt le ministère des colonies. Et le président de ce Board of Trade, c'est Lord Halifax. Donc, Lord Halifax est un impérialiste du côté du clan du duc de Cumberland. Donc, on s'en va vraiment vers un durcissement et une position très impérialiste. On regarde l'idée d'acquérir de nouveaux territoires pour l'Angleterre en Amérique du Nord. Un empire, absolument. Alors, et en même temps, au début de 1749, le gouvernement anglais va accepter de donner des lettres patentes à une compagnie qui s'appelle la Ohio Company. Alors, une compagnie d'investisseurs anglais et virginiens. Et donc, eux veulent se développer du côté français. Donc, eux, finalement, ils ne reconnaissent plus la ligne de 1746. Donc, pour eux, là,
ils disent qu'ils ont juridiction quasiment jusqu'au Mississippi ou jusqu'au Pacifique, là. Alors, donc, la Ohio Company se fait octroyer un territoire de 820 km². Oui, c'est grand, Alors, ça, non? avec l'obligation d'amener 100 familles dans cette zone-là. Mhm. Alors, donc, voyez-vous, là, c'est une série de décisions, là, très impérialistes et qui prépare vraiment la guerre de 7 ans parce que un noyau sous l'autorité du duc de Cumberland veut agrandir les territoires anglais à même les territoires français. Et en même temps, étant donné qu'il conteste la grandeur du territoire français, alors le gouvernement anglais demande une commission d'arbitrage une commission d'arbitrage internationale pour changer la ligne, celle qu'on voyait en 1746. Donc, il y a toute une série de mesures qui sont prises et qui démontrent très bien que les Anglais veulent s'emparer de l'Amérique du Nord. Parce que, voyez-vous, avec Halifax, qui devient une colonie militaire avec une baie qui permet à la flotte anglaise de séjourner là pendant un certain temps. Donc, ce qui fait que cette flotte-là, a un œil, si vous voulez, sur ce qui se passe du côté des colonies américaines, mais elle a également un œil sur ce qui se passe dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, Halifax devient un endroit très stratégique sur le plan militaire et naturellement, malheureusement, les Acadiens sont en plein milieu de ce territoire-là. Et étant donné qu'ils sont d'origine française, on se méfie d'eux parce que légalement sujets britanniques, mais psychologiquement, ils sont toujours restés des Français. Alors, c'est pour ça qu'on les tient à l'œil, qu'on les intimide et tout ça. Et la discussion s'élève à savoir est-ce qu'on va les garder, est-ce qu'on va les expulser. On voit de la littérature apparaître à partir de 1749. Et en plus, ce qui désavantage, ce qui rend les Acadiens suspects ou dangereux, c'est que les Acadiens sont à l'époque des agriculteurs. Et eux font l'agriculture à partir des terres qu'ils vont chercher sur la mer. Ils ont ils ont développé une technologie pour faire des digues et des aboiteaux. Donc, ils vont chercher comme ça des grands territoires sur la mer au lieu de défricher derrière chez eux, puis finalement d'entrer en conflit avec les Indiens. Eux, ils se développent vers la mer. Et quand ils réussissent à aller chercher un grand bout de terrain, ils le font d'abord dessaler et pendant le temps où le territoire va se dessaler, il va y avoir des grandes herbes qui vont pousser là et ça va faire des prés pour du bétail. Donc, ils vont commencer à avoir des troupeaux de bétail importants. Et lorsque le terrain va être dessalé 2 ou 3 ans plus tard, on va commencer, par exemple, à semer du blé et ça va être extrêmement rentable parce que à l'époque, quand on semait un grain de blé, on pouvait espérer en récolter 5 ou 6. Mais les territoires acadiens qui étaient nourris par la mer étaient tellement riches comme terre que au lieu de récolter de 1 à 6 grains de blé pour chaque grain poussé, eux, ils en récoltaient 15. Donc, c'était quasiment comme une bonanza là, sur le plan agricole. Ils avaient des excédents alimentaires chaque année. Ils avaient des packages, des troupeaux et tout ça. Et tout ça en Amérique du Nord, c'était une richesse extraordinaire. Ce que les Anglais redoutaient, c'est que si la France décidait d'envoyer, par exemple, des troupes en Acadie, alors à ce moment-là, les troupes françaises auraient pu survivre
sur la zone à partir des surplus alimentaires Oui. des Acadiens. Donc, il fallait que les Acadiens disparaissent. Ils vont disparaître. Mais là, j'explique un petit peu le contexte de 1749. Alors là, la compagnie, le Ohio Company, va commencer à faire des incursions en territoire français dans la vallée de l'Ohio. Le gouverneur de Québec va envoyer des patrouilles pour mettre des bornes, mettre des affiches et tout ça pour indiquer que c'est vraiment un territoire français. Et en 1753, il va faire même construire 3 forts. Et en 1754, il va faire construire un 4e fort qui va être le fort du Kent. Donc, ils vont commencer en 1754. Alors là, il envoie également le gouverneur de la Virginie envoie Washington. Et ça, là, on est dans la série là, qu'on a vue. Donc, il envoie Washington avec une troupe faire de la patrouille sur le territoire français, que eux appellent le nouveau territoire anglais. Et il y a encore sur place une patrouille de Canadiens dirigée par de Jumonville. Alors, donc, je pense que c'est le 28 mai 1754. Ce qui arrive, ça, on le voit dans la série, mais c'est pas raconté dans la série, c'est pas comme on voit dans les livres d'histoire tels que rapportés par des historiens sérieux. C'est que dans ce qui arrive, c'est que les Washington avait des alliés indiens dans sa patrouille. C'était toujours bon d'avoir des Indiens parce que ça faisait d'excellents éclaireurs. Et là, ils savent qu'il y a une troupe de 32 Canadiens qui se sont arrêtés à un endroit parce qu'il pleuvait beaucoup. Alors, au lieu de patrouiller, de continuer à marcher en pleine forêt où il mouillait, alors ils se sont arrêtés à un endroit, ils se sont installés là et ils ont mis leurs armes, ils sont allés mettre leurs armes à quelque part pour les abriter de la pluie et surtout protéger également la poudre à fusil. Donc, les Canadiens ont campé à une certaine distance de l'endroit où ils avaient remisé leurs armes. Mais Washington, par les Indiens, est mis au courant que les Canadiens passent la nuit là. Alors, ce qui fait que Washington, avec les Indiens, vont profiter de la nuit, ils vont s'approcher tranquillement, ils vont les encercler, et lorsque le matin, il va faire suffisamment clair et que quelques Canadiens vont commencer à se lever, alors c'est Washington qui va ordonner le coup de feu. Donc, il y a 10 Canadiens qui vont se faire tuer sur le coup, et les 22 autres vont se lever, vont tenter de courir à leurs armes, mais ils vont se rendre compte que la troupe était trop importante et que, dans le fond, les armes étaient trop loin. Donc, ils vont se rendre. Et Washington, sur le moment, est très satisfait de ce coup d'armes-là. Et il va même dire que, je pense que c'est moi qui a tué leur chef de Jumonville. Est-ce qu'il dit ça dans la série? Les non, dans la série, c'est tout à fait différent. Dans la série, ça se passe de manière tout à fait différente. Dans la série, les Canadiens, on est quelque part au milieu de la journée, les Canadiens sont installés auprès d'un feu, ils sont en train de faire la popote, je ne sais pas trop quoi. Ils ont leurs armes à côté d'eux, il y a des tentes et tout ça. Et là, Washington arrive avec sa troupe, puis on le voit arriver. Et là lorsqu'il est assez près, là, les Canadiens ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire là. Et là, Washington leur donne le coup de feu. Alors, les Canadiens les 10 vont être tués sur le champ. Et les autres vont avoir leur fusil à la main, mais ils vont se rendre. Donc là, c'est une distorsion importante, là.
quelle est la raison qui était invoquée pour Washington de... Ah ben, c'est parce qu'il dit que ce sont des espions français. Ce sont des espions français sur un territoire anglais. Mais le territoire a été sous juridiction française depuis 1679-1680. Mais en plus, 1746, la carte officielle de l'Angleterre, de l'Amérique du Nord, avec le crayon gras, distinguait très bien ce qui était juridiction française et ce qui était juridiction anglaise. Et en plus, qu'en 1749, l'Angleterre avait demandé l'arbitrage. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que le droit international coutumier existe depuis le début du 16e siècle. Le premier auteur de droit international coutumier est un théologien de l'Université de Salamanque du nom de Vittoria. Donc, le droit international, on dit souvent que le droit international coutumier commence avec Victoria. Victoria, c'est pas Victoria, c'est Vito, 2T, Victoria, et l'école de Salamanque, parce qu'à cette époque-là, les Espagnols sont en Amérique latine et ils font des saccages, là, ils font des massacres et tout ça, et ça crée une crise de conscience là, en Espagne. Et Victoria a commencé à donner un cours de droit international coutumier pour établir, parce que dans le fond, il y avait déjà des règles qui existaient, des règles de guerre, il y avait déjà de la scolastique, il y avait déjà de la morale. Et là, Victoria commence un vrai cours de droit international coutumier pour afin d'établir les droits des peuples qui sont conquis par des colonisateurs. Là. Donc, on accède au début du droit international coutumier et ça va se continuer continuellement là, avec il y aura d'autres auteurs au siècle suivant. Il va y avoir un auteur important qui va devenir très classique, qui va écrire au début du 17e. Son nom, ça va être Grotius. Il va devenir très, très important. Son ouvrage est très volumineux, 2 volumes. Il va y en avoir un autre, Pufendorf, au même siècle. Il va en avoir, en fait, sur une période de 2-3 siècles, là, il va y avoir à peu près 25 auteurs qui vont écrire sur le droit international coutumier. Alors, ce sont à peu près les mêmes règles. Et qu'est-ce que dit le droit international coutumier? Lorsqu'il y a un litige de territoire entre deux juridictions ou 2 rois, le droit international coutumier dit que la simple possession vaut titre. Oui. Alors, si tu convoites un territoire, mais qu'il est en possession d'un autre, tu dois respecter son territoire parce que la simple possession vaut un titre. Et si tu n'es pas satisfait de cette situation-là, la seule possibilité que tu as pour toi de réclamer le territoire, c'est d'aller en arbitrage. Ouais. Et c'est ce que l'Angleterre a fait en 1749. Elle a demandé une commission d'arbitrage qui a été nommée. Et quand Washington va attaquer, la commission d'arbitrage était encore... oui, existait encore. Là. Elle ne s'était pas encore prononcée là, sur le conflit ou la contestation de juridiction. Oui. Donc, Washington, finalement, a agi en territoire français. Voyez-vous, il s'est présenté avec une troupe armée. De là, c'était criminel ce qu'il faisait. Oui. Parce qu'on ne peut pas se promener armé avec une troupe armée sur le territoire d'un autre pays. Un chasseur peut, avec un permis de chasse et un visa, il peut se promener. Mais là, c'était une troupe armée et qui était nommée par le gouverneur de la Virginie. Donc, la troupe de Washington était illégalement en territoire français. Et non seulement ils étaient illégalement en territoire français, mais ils les ont cernés. Je veux dire, c'est quand même un crime de guerre, là.
Ils les absolument. ont cernés en pleine nuit. Ils les ont... Et après ça, ils ont attendu que le jour se lève et ils ont tiré sans avertissement sur des gens qui étaient légalement chez eux et qui n'étaient pas armés. Alors donc, Washington va se vanter d'avoir lui-même tué le chef, donc Jumonville, mais il n'en est pas sûr. En tout cas, il est bien content de son coup. Mais là, il sait qu'à Duquesne, qui n'est pas si loin, au fort Duquesne, qu'il y a d'autres Français qui sont là. Mhm. Alors donc là, ben la peur va jouer et là, il va essayer de retourner vers Richmond, alors qui est la capitale de la Virginie. Et là, ben, il y a des hommes avec lui, certains sont blessés, d'autres malades. Et il arrive à un endroit où il y a une clairière, en pleine forêt, là, ça n'a pas été défriché, mais pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas d'arbres, donc il y a des hautes herbes. Et là, il va s'installer là, il va s'installer là, il va camper là, et il va construire une petite palissade pour abriter les malades et les blessés. Mais là, les Canadiens les poursuivent. Mm. Alors, ceux de Duquesne qui se sont aperçus qu'il y avait eu une dizaine de morts, les autres ont été faits prisonniers. Alors, les Canadiens poursuivent les brigands parce que légalement parlant, ben, il faut parler de quand les gens font des choses, quand une troupe arrive par terre pour faire la guerre ou des choses comme ça, en droit, on les appelle les brigands. Mhm. Si la troupe arrive par la mer, on les appelle les pirates. Oui. Oui. Donc, les Canadiens sont à la poursuite de Washington et ses brigands. Et là, ben, ils arrivent à la clairière le 3 juillet 1754. Et là, ben, c'est un jour pluvieux en plus. Mais Washington, qui n'est pas un grand génie, il a construit sa palissade dans le côté le plus bas de cette clairière-là. Alors, donc, c'était en pente. Donc, c'est-à-dire, quand il pleuvait, ben, l'eau, naturellement, glissait vers la pente. Et au bout de la pente, ben, il y avait sa palissade qu'il avait appelée Fort Nécessité. Mais oui. Donc, là, ben, ils se sont ramassés à patauger dans l'eau. Yeah. Quand les Canadiens sont arrivés, eux étaient sur le sec, puis Washington était dans l'eau. Alors, voyez-vous, c'est très difficile de tirer, d'armer un fusil, un long rifle, là, quand il pleut, puis mettre de la poudre et tout ça. Donc, la bataille a duré pas très longtemps et Washington s'est rendu. Donc, les Canadiens avaient gagné leur bataille. Et là, Washington, qui fait le grand seigneur, il dit, oui, je veux bien me rendre, mais il dit, je veux que ce soit par traité. Donc, c'est lui qui exige le traité. Dans le documentaire, c'est pas ça qui se passe. Là. Ce sont les Français qui lui imposent un document et qui le font signer. Alors, donc, mais c'est Washington qui, pour capituler, demande un traité. Alors, les Français disent, oui, on va rédiger un traité en 2 copies et on signera les 2 et ce sera une capitulation. Alors, donc, les Français écrivent leur traité en français, en font 2 copies et la présentent à Washington et à son officier, un capitaine d'origine hollandaise, mais qui est du nom de Jacob Van Braam, B-R-A-2-M. Alors, mais là, ben, donc le Van Braam interprète le texte français de la capitulation. Et dans la capitulation, c'est bien marqué assassin, assassiné. Alors, par après, Washington va dire que Van Braam a traduit le mot assassin par killer. Parce que tuer et assassiner en droit, c'est pas la même chose. Par contre, dans le traité, c'est bien marqué assassin. Et assassin existe aussi. Quand on veut vraiment
traduire assassin, en anglais, on ne dit pas killer, on dit assassin. Parce que les mots sont identiques. La calligraphie, les mots s'appellent de la même façon et veulent dire exactement la même chose. Alors là, plus tard, quand il va être rendu, dans la série, là, on voit Van Braun en train de traduire, puis là, il semble vraiment avoir de la difficulté à comprendre, puis tout ça, En tout cas, ça n'a pas l'air clair ce qu'il lit à Washington. Alors que ce capitaine Van Braun faisait partie des troupes anglaises depuis 17 ans. Il était un officier. Et en plus, le hollandais et l'anglais sont deux langues de même famille. Il y a bien des mots qui sont presque identiques, là, un peu comme l'italien, l'espagnol et le français. Donc, ce Van Braun a été officier britannique pendant 17 ans. Alors, c'est pas possible qu'il n'ait pas eu une bonne maîtrise de l'anglais. Et en plus, les Hollandais étaient polyglottes. Les Hollandais aimaient les langues, là. Alors, donc, cette histoire-là que le Van Braun aurait mal interprété le traité, ça, c'est une histoire inventée. Ça, on le voit dans la série, là. On le voit de manière grossière. Mais, de toute façon, je pense que Washington savait déjà le français. Parce que l'année précédente, le gouverneur de la Virginie l'avait envoyé voir le commandant du fort Leboeuf pour lui demander de quitter le territoire, que c'était maintenant un territoire anglais. Et le commandant plutôt du fort, l'a accueilli poliment, il lui a donné le souper, ils ont discuté et tout ça. Alors, je ne sais pas s'il y avait un interprète, en tout cas, ils ont discuté poliment pendant la soirée parce que le commandant l'a bien reçu comme un officier avec des pouvoirs de négocier et il lui a dit, écoutez, moi je suis là, il dit commandant du fort, je reçois mes ordres de Québec et je ne vais sûrement pas quitter le fort. Et il se quitte comme ça, puis il le loge pour la nuit. Le lendemain, il le renvoie avec une bouteille de cognac, je pense. Donc, si Washington a pu parler toute une soirée avec le commandant du fort, je pense bien qu'il devait connaître pas mal de mots français parce que chez l'élite américaine de l'époque, c'était courant d'avoir une certaine connaissance du français. Alors, donc, cette histoire-là, qui a été trompée, là, alors qu'il a signé des choses qu'il ne savait pas. Et dans la série, on nous dit, c'est simplement 7 mois plus tard que là, il va avoir une traduction complète, là, et qu'il va comprendre réellement qu'est-ce qui était dans la capitulation qu'il avait signée. Alors, donc, la série raconte des choses plutôt frivoles, là. Et on voit dans la série, en plus, c'est qu'ils mettent des gros canons, ils mettent des grosses pointures. Parce que l'histoire se raconte avec des personnages contemporains, là, des historiens, PhD. Il y en a 4 à peu près que j'ai compté, là, qui avaient des prix Pulitzer. Alors, il y avait même le général Colin Powell. Il y avait aussi Bill Clinton. Donc, des grosses pointures qui sont là et qui expliquent là, leur version. Donc, dans le fond, le récit oral est fait par des historiens ou par des hommes politiques. Puis à côté, on voit les images, là. Donc, eux commentent les images. Alors, le pauvre Washington, finalement, ça serait 7 mois plus tard qu'il aurait finalement compris que il aurait signé le mot assassin. Par contre, au début, Washington, moi, c'est ce que j'ai lu, Washington se vante, il dit, je pense que c'est moi qui ai tué leur chef. Mais quand il va arriver 1 mois plus tard
à Richmond, il va rapporter qu'est-ce qui s'était passé. Ben là, le gouverneur Robert Dinwiddie n'est pas content. Mais non. Parce que là, il dit, moi, j'ai reçu des ordres de Londres, ma commission vient de Londres, on ne m'a pas demandé de démarrer une guerre avec les Français, là. Et c'est là que la version change. Oui. Alors, en droit criminel, on voit ça souvent, là. Ah oui. Celui qui change sa version, là, ça veut dire que habituellement, il y a quelque chose à cacher. Oui. Et ça engage sa responsabilité, sa crédibilité. Uh-huh. Alors, donc, c'est ça. C'est finalement les Américains, le prix Nobel, pas le prix Nobel, le prix Pulitzer, le PhD, Clinton, là, donnent une version fausse de la réalité. Absolument. Ben oui. Alors, donc, les Américains ne sont jamais en faute, les Anglais non plus, et tout ça. Alors, donc, on assiste là, mais là, Dinwiddie, on est en 1754, va faire un rapport à ses autorités, mais il va faire un rapport qu'il ne le met pas trop, il s'arrange pour ne pas mettre les responsabilités sur ses épaules. Là. Mais non. Et là, ben, dans le rapport, il écrit que les Français ont attaqué le fort Nécessité. Alors, c'est présenté comme ça. On a attaqué le fort Nécessité et quand le rapport arrive à Londres, ben, le noyau impérialiste s'énerve. Le rapport arrive, je pense, vers le mois de septembre. Là. Et tout de suite, le duc de Cumberland, qui est le fils du roi George II, lui, il parle d'une revanche immédiate. Là. Alors là, le discours en Angleterre porte sur la guerre. Et en Angleterre, à l'époque, les gouvernements n'étaient pas cohérents comme aujourd'hui. Il pouvait y avoir à l'intérieur du gouvernement 2 ou 3 factions. Et là, c'est la faction, à partir du moment où arrive le rapport, les Français ont attaqué le fort Nécessité, ils ont tué des Anglais et tout ça. Alors là, le duc de Cumberland, avec le ministre de la guerre, qui est Charles Fox, là, eux, ils sont sur un pied de guerre déjà. Alors finalement, durant tout l'automne, ils réussissent à obtenir des régiments. Donc, ils forment plusieurs régiments qui vont être envoyés durant l'hiver, soit à Richmond, soit à Philadelphie, pour reprendre, pour se venger et prendre le fort Duquesne. Le fort Duquesne, lui, dans le fond, est situé à un confluent où c'est la rivière Ohio et la rivière Monongahela. Il y a même une autre rivière qui passe là. Et ça s'appelle Fort Duquesne et c'est vraiment au milieu du territoire français de la vallée de l'Ohio. Donc, à partir de la fin du printemps, donc, là, non, en plus, c'est que Cumberland nomme commandant en chef le général Braddock, qui est considéré comme le plus grand général anglais de l'époque. On veut vraiment poser un acte d'affirmation de l'autorité anglaise en Amérique du Nord. Donc, en tout, Braddock va avoir 2400 hommes sous son autorité. Et là, ben, ils s'en vont vers le fort Duquesne, qui aujourd'hui s'appelle Pittsburgh. Donc aujourd'hui, le nom va changer. Il va y avoir encore aujourd'hui une université qui s'appelle Duquesne, mais l'endroit même où était situé le fort Duquesne, aujourd'hui, c'est Pittsburgh, parce que c'est un endroit stratégique là, sur le plan de la circulation, là, parce que la rivière Ohio s'en allait vers le Mississippi. C'est par là que les Canadiens passaient. Alors donc, la Grande Armée remonte vers le fort Duquesne et les Indiens qui sont au courant de tout informent le commandant du fort Duquesne que il y a une grande armée de 2500 personnes qui s'avancent
et avec beaucoup de canons. Ouais. Alors donc, le fort du Kent était un fort en bois. Et le commandant il dit, ben, avec un fort en bois et des canons, après 3-4 coups de canon, là, on peut être assuré qu'il va y avoir une brèche dans notre fort et là, ben, on sera à la merci. Donc, l'idée du commandant du fort du Kent, c'est d'évacuer le fort du Kent, d'essayer d'embarquer toutes les provisions, tout ce qui est utile, on va les amener. Et les choses qu'on ne peut pas amener, bien, on va les détruire, les brûler et tout ça, parce qu'on ne veut rien laisser à l'ennemi. Mais entre-temps, Montréal envoie des renforts. Mais les renforts, ce sont des enfants, ce sont des cadets. Donc, on envoie 140 cadets. Donc, c'était pas quelque chose d'important. 140 cadets là, pour faire face à une armée là, de 2400. Ça, on le voit. Là. On voit pas les cadets, mais on voit monter l'armée. Les cadets, on les voit jamais là, dans la série. Mais on voit la grande armée avec les canons et tout ça, et la grande ligne de militaires. Et Washington est encore là. Il est un adjudant là, du général Braddock. Braddock, dans le fond, il a une grande mission. Il doit se rendre à Duquesne, détruire Duquesne, après ça, aller sur les forts français, là, les 3 petits forts. Après ça, les détruire. Après ça, aller vers l'est et se rendre jusqu'en Acadie. Donc, il devait faire le grand ménage, là. Ouais. Puis il y avait tous les moyens, il y avait les instructions sur lui, il y avait les canons, il y avait le nombre d'hommes. Alors, donc, là, on est en juin 1755 et le commandant du fort reçoit 140 cadets. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire avec 140 cadets face à une grande armée? Là, il demande aux cadets, il dit, allez vers eux. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire de prendre des mesures pour les ralentir, parce qu'on a besoin encore de temps pour évacuer. Donc, ralentissez-les, puis ça va être parfait pour nous autres. Alors, donc, les cadets s'en vont. Il y avait aussi des Indiens, mais les Indiens, étant donné que Braddock arrivait avec des canons, les Indiens ont dit, nous, on n'est pas de la partie, là. Quand il y a des canons, nous autres, on a peur de ça, là, puis on se tient à distance. Donc, les 140 cadets s'en vont, et là, ils sont à peu près, quand ils sont partis, l'information qu'ils avaient, c'est que l'armée, la partie avant de l'armée de Braddock était à 16 km de Duquesne, du fort Duquesne. Alors, les jeunes cadets s'en vont, mais ils arrivent trop vite. En fait, les autres ont peut-être avancé. Puis là, tout à coup, à un détour, ils sont arrivés face à face. Les cadets sont arrivés face à face avec l'armée de Braddock. Et, ils ont été pris par surprise, là. Mais par contre, dans la série, les experts nous disent c'est un guet-apens. Ils parlent d'un guet-apens. Les Anglais ont fait ça? Oui, dans la série, là, les PhD puis les prix Pulitzer, là, ils nous parlent d'un guet-apens. Alors, donc, les cadets arrivent face à Braddock, quasiment, là, de manière, ils sont pris par surprise eux-mêmes, et Braddock et son avant-garde tirent sur les cadets et tuent sur le champ leur commandant et en tuent 2-3 autres. Mais le second, qui s'appelle Dumas, demande aux cadets, repliez-vous. Donc, en tout cas, les jeunes, ça court vite, au moins, en tout cas. Oui. Ils ont à peu près 15-16 ans, là. Alors, donc, les jeunes, ça peut bouger vite. Donc, repliez-vous. Donc, il les fait replier, puis là, il les installe. Il trouve un terrain où ça serait propice pour faire du harcèlement. Alors, donc, mais là, Braddock, qui est son avant-garde, là, ils sont stimulés, là. Ouais. Alors là, ils avancent vite. Puis là, tout à coup, ben là, ils arrivent au même niveau où les cadets sont retranchés et les cadets tirent.
Mais les cadets tirent et tirent et tirent, mais ils sont si bien placés que les Anglais et les Américains ne peuvent pas les voir. Ah. Donc, ils commencent à voir du monde qui tombe. Là. Ça tombe, ça tombe. Puis quand ça va bien, ben là, les canons n'ont pas le temps d'être installés. Les Indiens, là, ben, ça commence à les intéresser. Là. Alors, Oui. les Indiens viennent tirer également. Et là, ça tire pendant 4 heures. Oui. Et au bout de 4 heures, il y a 1000 hommes qui sont couchés. Donc, il y a 1000 Anglais et Américains qui sont tombés. Et dont le général Braddock, qui est mort aussi sur les lieux. Ah, Et on va par la suite, on va retrouver ses instructions. Ses instructions, c'était non seulement d'aller à Duquesne, mais à faire le ménage du côté du lac Erie. Et après ça, d'aller en Acadie, prêter main forte à l'amiral Boscawen pour reprendre les forts français et se débarrasser des Acadiens. Mais dans la série, on nous présente le pauvre Braddock là, pris dans un piège là. Alors, donc c'est comme ça que les grands historiens américains présentent cette bataille-là. On appelle la bataille de la Monongahela. Mais les historiens, eux, parlent surtout du massacre, parce que dans le fond, tuer 1000 militaires là, dans une bataille où il y a 2500, là, c'est un massacre. Normalement, il n'y a pas tant de pertes que ça, il y a 10-20%. Et là, ben, les cadets ont tué quasiment la moitié de l'armée. Mais oui. À Washington, là-dedans, il arrive quoi, là? Ben, Washington est là. Washington est là. Il a survécu, lui? Il a survécu, oui, il a survécu, lui. Alors, et puis il va retourner. Ils vont tous retourner d'une façon assez rapide. Là. Ils vont courir, là. Oui. J'imagine. Ils ne savaient pas. D'ailleurs, ils n'ont jamais su qui tirait sur eux autres. Ah ouais, non. Donc, ils pensaient que leurs assaillants pourraient les poursuivre. Donc, ils sont descendus vers Richmond, là, ou plutôt Philadelphie, je pense. Ils sont partis de Philadelphie. Donc, ils sont partis à la course, là, puis ils ont tout laissé sur place, là. Alors, les victuailles, les canons et tout ça, les papiers précieux, donc tout a été laissé sur place. Puis ils ont laissé les blessés, les morts, tout. Donc c'était chacun pour soi, là. À un moment donné, vous parlez du chef Tanarissa, oui. Tanarissa. Oui, oui. Ah oui, dans la série, ben, on présente que c'est Tanarissa, finalement, qui a forcé Washington à attaquer. Alors qu'en réalité, c'est Washington, il voulait la gloire. Il avait 22 ans, là, puis il voulait se faire remarquer, là. Alors, c'est pour ça qu'il s'est vanté. Je pense que c'est moi qui ai tué leur chef et tout ça. Ouais. Et puis, par après, ben là, il va dire, non, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai tué leur chef. Il dit, c'est Tanarissa qui a couru après lui, puis qui lui a défoncé le crâne avec son tomahawk. Ouais. Mais dans la série, ben, on voit Tanarissa scalper là, Jumonville. Là. Ouais. Encore. Donc c'est ça. Donc c'est une série qui embellit les actions des Anglais, des Américains. Ah, d'ailleurs, quand il y a, parce que là il va y avoir l'autre émission là, qui suit. Et quand les Anglais et les Américains parlent ensemble, quand les Anglais parlent des Indiens, ils disent toujours les sauvages. Ouais. Quand les Américains parlent des Indiens, ils parlent toujours des Indiens. Voyez-vous? Oui. On essaie d'embellir les Américains le plus possible. Là. Puis on fait de Washington un homme discipliné. Là. Enfin, il parle anglais en plus. Il parle pas comme un Anglais du Sud. Là. Ouais. Il y a plutôt un Anglais qui a étudié à Oxford, quasiment. Là. Alors, donc, c'est ça. Donc, c'est la version que je donne, moi, dans
dans mon article là, pour montrer que, dans le fond, là, ce que la série ne vous dira pas, là, c'est qu'en fait, Washington a vraiment assassiné des Canadiens parce qu'il était sur un territoire sous la juridiction française et que le territoire, l'Angleterre elle-même avait reconnu le territoire à partir de sa carte officielle en 1746. Mais par contre, en 1749, ils avaient demandé une commission et la commission était toujours au travail parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion comme aujourd'hui, donc ça prenait du temps à se rassembler, tout ça. Alors donc, légalement parlant, Washington n'avait pas le droit de mettre les pieds sur ce territoire-là. Le simple fait de mettre les pieds sur un territoire avec une troupe, c'est un acte de piraterie. S'ils viennent de la mer, et c'est un acte de brigandage s'ils viennent par la terre. Ah oui, alors il est vraiment un brigand et assassin. Absolument. Ouais. Et l'histoire là qu'il n'aurait pas compris le sens du mot assassin, alors que Washington était quand même un homme assez instruit, intelligent, parce que l'année précédente, il avait écrit un rapport et son rapport avait été si bien reçu, si bien évalué qu'on l'avait même édité. Et les anglophones qui sont instruits, quand ils regardent un texte français, là, ils comprennent beaucoup de choses, même s'ils n'ont jamais étudié le français. Là, quand ils regardent un texte écrit en français, ils comprennent pas mal le sens de ce qui est écrit, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont identiques ou presque identiques. Alors, et je pense que le fait que Dinwiddie ait envoyé Washington discuter avec le commandant français du fort du Kent, je pense que Washington était capable de se débrouiller en français. Mais oui, en tout cas, il aurait dû comprendre que le mot assassin en français puis assassin en anglais, c'est exactement la même chose. Ça s'écrit exactement de la même façon. Et c'est pas plus glorieux assassin anglais qu'assassin en français. Et vous écrivez à un moment donné, comment pouvait-il justifier un pareil attentat à la paix internationale devant les autorités de Londres? Ça, c'est Robert Dinwiddie, hein, c'est ça? Dinwiddie, c'est le gouverneur de la Virginie. Oui, c'est ça. Oui, Dinwiddie était membre aussi de la nouvelle compagnie là, qui a été fondée. Là. Ohio, oui, l'Ohio Company. Là. Okay. On en parle dans cette série-là. Oui. Ils sont obligés de faire des cover-up qu'on appelle de nos jours. Là, sur c'est ça. Ils veulent blanchir, leur chef. Là. Alors, et c'est ça. Moi, j'ai écouté la deuxième émission. Là. Ben là, c'est un domaine que je ne connais pas beaucoup, là, parce que j'en connais un peu. Mais là, on le présente toujours comme un héros avec un talent militaire extraordinaire. Mais dans le fond, qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être Lafayette et les Français. Lafayette? Oui, Lafayette qui va... parce que là, les Anglais vont demander l'aide de la France et Lafayette va arriver avec des troupes françaises et eux vont jouer un rôle important dans la défaite des Anglais contre les Américains. Alors, les Français pensaient que en prenant parti pour les Américains, leur permettant de gagner la guerre contre les Anglais, qu'ils gagneraient la clientèle des Américains, que le commerce avec les Américains se ferait ensemble. Là. Mais par contre, aussitôt que la guerre a été finie, les marchands américains puis les marchands anglais ont continué à faire les affaires comme auparavant. Ça n'avait rien changé. D'ailleurs, les Anglais ont dit, on s'est bien battu pour rien, là. Alors, on a dépensé, fait tuer du monde, on a dépensé de l'argent, alors que les choses vont aussi bien aujourd'hui, même mieux, c'est plus prospère encore, parce que le commerce n'a jamais arrêté.
Et il n'y a jamais un Américain qui est allé chercher une gomme ballon en France, là. Ouais. Mais c'est ça. Vous voulez dire par là que les Français, on aurait dû les laisser tranquilles, quoi. Ben, je pense que la France Ouais. a joué un rôle terrible. La Ouais. France aurait dû se mêler de ses affaires et laisser les Anglais battre les Américains. Ouais. Parce que nous, ça nous a terriblement affaiblis au Québec. Parce que 1774, 1774, c'est l'acte de Québec. Et dans l'acte de Québec, la dernière, le dernier article qui a été adopté en comité des ministres en 1773, en décembre 1773, la dernière clause, c'est la clause territoriale. Mhm. Et le gouvernement anglais, qui réfléchissait à la question depuis longtemps, avait écouté les militaires britanniques qui avaient été en fonction au Canada, qui avaient connu les Canadiens et tout ça. Eux disaient, les militaires anglais disaient, il faut laisser le territoire qui est à l'ouest de la chaîne des Appalaches, là, Mhm. qu'on appelle la rivière, la vallée de l'Ohio, jusqu'au Mississippi et les Grands Lacs. Les militaires anglais ont convaincu le gouvernement anglais d'agrandir le territoire de la province de Québec avec ce territoire-là, leur disant, ben d'abord, c'est un territoire propice pour la traite des fourrures. Les Canadiens sont toujours en bons termes avec les Indiens. Ils savent toujours comment leur parler, s'organiser. Et et en plus, c'est que les Anglais, eux, sont toujours agressifs et méprisants. Et en plus, si on leur donne des ordres, là, ils font à leur tête. Mhm. Donc, les officiers anglais ont convaincu le gouvernement anglais de faire confiance aux Canadiens. Ils ont dit, faites confiance aux Canadiens. Si vous voulez la paix, la prospérité dans cette zone-là, faites confiance aux Canadiens et incluez tout ce territoire-là à l'intérieur de la province de Québec. Aïe, aïe. Et c'est ce qui va être fait. Mhm. Alors, la province de Québec va devenir immense, là. Ben oui. Alors, et ce sont les Canadiens, parce qu'ils disent, avec les Canadiens, on peut toujours s'entendre. Les Canadiens vont discuter, puis ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis on va discuter et tout ça. Avec les Canadiens, on va s'entendre, et quand les Canadiens nous disent qu'ils font quelque chose, ils le font. Ouais. Donc, nos meilleurs alliés en Amérique du Nord, ce que les militaires disent, nos meilleurs alliés en Amérique du Nord sont les Canadiens. Et en plus, ils s'entendent bien avec les Indiens, non? C'est ça, absolument. C'est que les Canadiens savent parler aux Indiens. Bon. Alors, parce que les Canadiens ont été... En fait, les Canadiens sont des diplomates. Ouais. Sans le nom, sans le savoir, là, depuis le début du 17e siècle, les Canadiens ont joué un rôle diplomatique important. Parce que les Indiens, étant donné qu'ils vivent de chasse et de pêche, sont continuellement en conflit avec les autres tribus. C'est normal, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui empiètent sur ton territoire, puis là, quand tu empiètes sur mon territoire, tu m'enlèves de la nourriture, là. C'est ça. Alors, donc, les Canadiens ont vite compris ça. Et chaque fois qu'ils arrivaient à un endroit, ils se mettaient amis avec les Indiens. Là, les Indiens, vous voulez être nos alliés? Oui, on va être vos alliés. Puis là, ils demandaient aux Canadiens, si on se bat avec telle tribu, est-ce que vous allez être de notre côté? Les Canadiens répondaient toujours la même chose. Oui, on va être de votre côté, mais avant de se battre, on va aller leur parler. On va aller leur parler. Donc, les guerres ont considérablement diminué avec la présence des Canadiens. Je sais pas, là, Maître Néron, là, mais de nos jours, là, qu'on nous traite de racistes,
racisme systémique, etc., là, Oui, il me semble que ça ne correspond pas à notre nature. absolument pas, absolument pas. Et d'ailleurs, j'ai terminé hier un article qui s'appelle, le titre est Le racisme paradoxal. Oh, c'est Alors, votre prochain, ça? Sur, ça sera pas, en fait, parce que là, j'en ai 2 ou 3 autres qui vont passer avant, parce que je peux en mettre OK. juste un par mois à peu près. Ben Mais oui. je pourrais vous l'envoyer bientôt, là. Oui, oui. Alors, donc, On va parler de ça. parce que moi, j'explique la notion même de raciste, de Oui, racisme, de raciste. oui. Et parce que dans le fond, euh, le mot racisme aujourd'hui est utilisé à toutes les sauces, de toutes les façons Ah, possibles. possible, oui. Alors que les sociologues, eux, ont essayé de cerner le sens du mot racisme, Mhm. raciste. Et d'ailleurs, le mot raciste n'existait pas avant 1945. Avant Mm. 1945, là, le mot n'existait pas et le seul mot qu'on utilisait, c'était le mot racialiste. Mm. Racialiste, c'était la science des races. Et le mot racisme et raciste va apparaître après 1945. Mm. Et, mais de 1850 jusqu'aux années 1930, donc une période de plus de 75 ans, ceux qui vont faire évoluer la science de la race en Europe vont être essentiellement les Anglais. Ils vont écrire beaucoup de thèses, d'essais, d'articles, de journaux, articles de magazines sur la science des races. Mm. Et, par exemple, leurs équivalents en Allemagne vont suivre ça, parce qu'eux s'intéressent aux sciences aussi, parce que la discipline générale, ça s'appelle l'anthropologie à l'époque. Mm. Alors, les anthropologues qui étudient la science de l'homme, allemands, lisent ce que s'écrivent les Anglais, et ils leur répondent. Mm. Ils écrivent aux principaux auteurs anglais en leur disant vous faites erreur. Parce Non. que ce que vous faites là, c'est pas de la vraie science, c'est de la fausse science. Parce que vos prémices scientifiques là n'ont aucune valeur. Alors Mm. donc, vous perdez votre temps, Mm. vous diffusez des idées qui valent rien dire. Et Les ça va rester. inepties. Les Allemands vont tenter de convaincre les Anglais de renoncer à leur science. Mais Ouais. ils vont continuer jusque dans les années 30. Mm. Et donc, les Allemands vont bouder cette science-là jusqu'en 1925, quand il va y avoir un livre qui va être écrit, dont le titre va être Mein Kampf. Mais oui. Parce que en 1924, un livre à succès sur les races, écrit par un Américain, Madison Grant, dont le titre est The Passing of the Great Race. Ce livre-là va être réédité, vendu à 6 millions d'exemplaires. Incroyable. Au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Et il va être en 1924, il va être traduit en allemand. Mm. Et à cette époque-là, Hitler a été condamné pour un putsch en 1923. Et donc, il va être quelques années en prison. Mais en 1924, il va avoir sa version de Passing of the Great Race en allemand. Et il va écrire une partie de son livre à partir de cette traduction-là. Et Comment va s'appeler? Oui? Hitler va même écrire à Madison Grant pour le féliciter de son ouvrage Oui. et lui annoncer que c'était devenu sa Bible et qu'il l'utilisait pour la rédaction de son propre livre. Là. Il ne devait pas être aussi fier que ça après avoir vu les événements. Maître Néron, comment va s'appeler votre article? J'apprécierais que vous me l'envoyiez. On pourrait en parler quand même? Non? Alors, le titre, c'est le racisme paradoxal. Paradoxal. Est-ce que vous accepteriez d'en parler peut-être dans quelques semaines? Oui. Ah ben oui, absolument. D'ailleurs, C'est tellement d'actualité, là. Je pense que je vais en écrire un autre.
sur le même sujet parce que j'ai encore des choses à dire sur ce sujet-là. Bon. Alors, donc, moi, en fait, ce que les sociologues disent, dans le fond, jusqu'à un certain... D'abord, les biologistes disent que les races n'existent pas. Mhm. Par contre, les sociologues, puis ils disent le monde passe leur temps à s'entretuer entre races, à faire des races raciales, des guerres raciales. Donc, en réalité, le monde reconnaît qu'il y a des races. Et si tout le monde, par exemple, si on ne donne pas une définition plus précise au mot race, Oui. à ce moment-là, tout le monde va parler de n'importe quoi sans se comprendre. Alors, eux disent, les sociologues, si vous reconnaissez qu'il y a des races, que les races se distinguent par des caractéristiques durables et reconnaissables, et que ces caractéristiques peuvent expliquer des comportements, des valeurs, des ci et des ça. Alors, donc, si vous reconnaissez tout ça, vous êtes raciste jusqu'à un certain point. Ils appellent ça un racisme minimum. Mais dans le fond, le racisme minimum comprend quasiment tout le monde, là. Oui. Alors, donc... on se rend compte qu'on n'est pas de la même race que l'autre. À partir du moment que vous dites, ben, eux autres, ils sont différents, ils ont des caractéristiques différentes, puis ça explique telle affaire. Si vous pensez comme ça, alors vous êtes raciste. Mais eux, les sociologues, ils disent, ben, tout le monde fait ça. Oui. Alors, donc, si tout le monde est raciste, on ne peut plus parler de racisme. Alors, ce que les sociologues disent, si tu vas un cran plus haut et que tu dis la différence qu'il existe chez ce peuple-là, la différence marquée et durable qui existe chez ce peuple-là, si vous croyez que cette différence-là les rend inférieurs en droit, alors là, vous tombez dans le racisme intermédiaire. Et là, c'est vraiment du racisme. Là, ça devient vraiment du racisme parce que vous les considérez inférieurs et en plus, vous allez avoir des attitudes en conséquence et que vous allez croire que ces gens-là n'ont pas le droit à la même protection de la loi. Alors, à partir du moment où vous les considérez inférieurs et que vous pensez qu'ils n'ont pas la même protection de la loi, là, on peut vraiment commencer à parler de racisme. Oui, exactement. Vous leur privez de... Là, c'est le racisme moyen. Et là, si vous pouvez aller encore plus loin et dire que non seulement ils n'ont pas droit au même droit, le droit aux mêmes lois, protégés par les mêmes lois de la même façon. Et là, si vous allez plus loin et que là, vous parlez de persécution, ben là, on parle de racisme extrême. Oui, comme, c'est ça, Hitler et les Juifs. C'est ça. Alors, ça peut aller jusqu'à non seulement dépouiller les gens de leurs biens, mais les chasser, les tuer et tout ça. Ça, c'est du racisme extrême. Mais pour eux autres, juste le fait de reconnaître, et en plus, c'est que, une chose importante, il faut distinguer, d'abord, ce qui est racisme moyen de racisme léger, parce que racisme léger, tout le monde est raciste. Alors, donc, il faut distinguer là, et en plus, c'est que il faut distinguer entre ce qui est raciste et ce qui est xénophobe, ou tout simplement de préjugés. Parce que le racisme est une idéologie qui est mue par l'idée de pouvoir, de contrôle et de domination. Alors que la xénophobie, c'est tout simplement la vieille peur des autres, la vieille peur de l'homme des autres hommes, parce que les hommes se sont toujours entretués les uns les autres, là. Alors, donc, dans un cas, c'est une idéologie qui meut l'action ou les décisions. Dans l'autre cas, c'est tout simplement la peur de l'autre. Donc, c'est une peur, c'est une émotion. Oui. Alors, donc dans un cas, c'est une émotion,
puis dans l'autre cas, c'est une idée. Oui. Donc, c'est important de distinguer entre l'un et l'autre, là. Par exemple, comme quand quelqu'un a un problème de santé et qu'il va chez le médecin, c'est important de distinguer si c'est un cancer ou bien une maladie du cœur. Parce que c'est pas le même traitement. C'est ça. Alors, donc, dans le racisme, c'est important de savoir si c'est réellement du racisme et aussi distinguer si c'est pas tout simplement la peur de l'autre. La peur de l'autre, là, dans le fond, elle est très importante parce que si les humains n'avaient pas eu la peur de l'autre, là, ils auraient été exterminés, là. Oui. Mais Parce oui. que l'autre, les philosophes, ils le disent que l'autre, c'est celui qui en veut à ma vie. Oui. Jean-Paul Sartre, Hegel et tout ça, l'autre, il parle, l'autre, c'est celui qui peut me tuer. Alors, donc, il faut faire attention à l'autre. C'est pour ça que le concept de nation est important, parce que la nation, elle, crée une famille spirituelle. Voyez-vous, à partir d'une langue, d'une culture, de certaines valeurs, de certaines manières de penser et d'agir, alors on crée une famille spirituelle. C'est à l'intérieur de cette famille spirituelle qu'on va pouvoir s'épanouir et avoir confiance. C'est ça, vivre en confiance, oui. Vivre en confiance, parce que pour être capable de travailler ensemble, il faut avoir la confiance les uns des autres. Il faut avoir l'amitié des autres, voyez-vous. Alors, comment vous caractérisez ça, là, ce qu'on nous affuble, les Québécois? Ben, c'est parce que moi, je dis que d'abord, voyez-vous, au 19e siècle, le mot raciste n'existait pas, mais la réalité, elle, était là. Les Canadiens français étaient constamment méprisés. Ils se faisaient tout le temps les mots qu'on retrouve souvent pour décrire les Canadiens français, ils parlent tout le temps de cette race ignare et paresseuse. Ah oui, d'accord. Ça revient tout le temps. La race ignare et paresseuse, la race ignare et paresseuse. À part ça, à l'époque des patriotes, il va y avoir un nouveau slogan qui va apparaître et qui va durer longtemps. Ça va être chez les anglophones de Montréal. Les Canadiens doivent disparaître de la surface de la Terre. Oui. Et ça, c'était répété tout le temps. Tout le temps. Les Canadiens français, quand ils parlent des Canadiens français, les Canadiens français doivent disparaître de la surface de la Terre. Par contre, les nazis n'ont jamais dit ça des Juifs. Les nazis disaient les Juifs doivent disparaître de la surface de l'Europe. Voyez-vous? Aïe, aïe. Alors, là, je reviens, ça me fait penser, je vais revenir, je fais un petit retour en arrière. Dans la série Washington, il parle tout le temps de la providence. La providence va protéger. Curieusement, Hitler parlait tout le temps de la providence. Alors, je reviens à mon idée là, sur le racisme. Là. Alors, donc, pendant tout le 19e siècle, la minorité historique anglaise, quand ils parlent des Canadiens français, alors ils doivent disparaître de la surface de la Terre. D'ailleurs, j'avais déjà vu dans un journal, parce que moi je lisais les journaux anciens de certaines époques, du début du 20e siècle, là il commençait à y avoir on pouvait de façon médicale stériliser des femmes, puis là, à un moment donné, il y avait dans un journal, il y avait toute une série il y avait des colonnes un peu comme il y avait un nom pour ça. Les gens écrivaient sur un sujet, puis on débattait du sujet pendant un certain temps. Et pendant un certain temps, le sujet, c'était la stérilisation des femmes canadiennes françaises. Aïe, aïe, aïe. Voyez-vous? Parce qu'on ne voulait pas qu'elles se reproduisent. Là. Oui. Alors donc... quand on pense là, qu'on était considérés comme des diplomates, vous avez dit tantôt? Oui, absolument. Et d'ailleurs, regardez, je vais faire un petit aparté, je vais revenir encore en arrière. Lors des débats parlementaires sur l'acte de Québec en mai et juin 1774,
l'opposition était farouchement contre l'acte de Québec. Et l'une des raisons pour lesquelles ils étaient contre l'acte de Québec, l'opposition, c'est qu'il y avait aussi des anciens militaires qui étaient devenus des députés de l'opposition. Et eux pensaient que l'acte de Québec était voulu personnellement par Georges III pour s'allier avec les Canadiens, faire une alliance avec les officiers canadiens pour permettre à Georges III, oui, de se former une armée de Canadiens pour les amener en Angleterre et faire la police à Londres et en Angleterre. Parce que les Canadiens avaient une forte réputation militaire. Bon. Donc, on a le verbatim de ça dans les débats, les débats de l'acte de Québec. Là. À un moment donné, il y a une crise qui se passe, là, puis là, ils disent, on comprend votre jeu depuis longtemps. Pourquoi vous faites ça? C'est parce que vous voulez, Georges III veut se former une armée de Canadiens, l'amener ici à Londres et faire battre les Anglais par des Canadiens. Comme une milice? Comme une police, la police personnelle de Georges III. Ah, ben, c'est dire la confiance qu'il y avait? Oui, c'est ça. Alors, parce que les Canadiens avaient une haute réputation sur le plan militaire. Oui. Alors, mais là, il va falloir briser cette image-là pour en faire la race ignare et paresseuse. Le pire. Et alors, donc, c'est ça. Et là, moi, les choses vont... Après 1945, là, le vocabulaire change. D'abord, le mot raciste apparaît. Racisme apparaît tranquillement. Et le changement va se faire plus important au début des années 60. À Ottawa, il va y avoir un gouvernement et il va y avoir une ministre qui s'appelle Judith LaMarche. Alors, qui va être la ministre des Affaires culturelles, je ne sais pas trop quoi, je ne me rappelle plus de son titre, il faut que je vérifie ça. En 1962, il y a un jeune économiste qui travaille pour l'État du Québec et haut fonctionnaire qui lui propose de créer une caisse de dépôt et de placement du Québec. Ben oui. Pour être capable d'aller chercher de tous les programmes financés par l'État, là, et qui créent par exemple, des comptes pour les payer, par exemple, les pensions, les ci et les ça, tous les argents de l'État, tout l'argent collectif de l'État serait géré par une seule institution qui serait la Caisse de dépôt et de placement. Donc, il y aurait une seule institution avec une seule politique et tout l'argent serait géré par le même groupe selon les mêmes critères. Et là, ben ça a fait, quand le jeune économiste a lancé cette idée-là, ça a créé de la panique à Ottawa. Parce qu'eux autres, les Anglais, ils acceptaient les Canadiens comme ignares et paresseux. Mais ils les voulaient aussi pauvres. Oui. Vulnérables. Mais là, avec une caisse de dépôt et de placement, ils mettraient toute l'épargne collective dans une seule institution. Donc, ça deviendrait un levier économique extrêmement important. Alors là, les Canadiens français risquaient d'échapper à la pauvreté. Alors, donc, là, ça a créé un vent de panique au Canada anglais. Et Judith LaMarche avait dit, si jamais la Caisse de dépôt et de placement dont parle Parizeau est créée, le Québec va devenir exactement comme l'Allemagne nazie. Donc, ils vont devenir autoritaires, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Donc, ça a commencé là, l'histoire. Le rapport. Donc, c'est le fameux fonctionnaire en question, c'est Jacques Parizeau. Alors, donc, là, ça va commencer là. On va avoir peur de la Caisse de dépôt et de placement. On va avoir peur que les Québécois s'enrichissent. Puis, les Québécois, à ce moment-là, avec une institution financière toute puissante, ils vont avoir un régime
plus puissant et tout ça. Donc, ça va devenir l'Allemagne nazie. Et là, dans les journaux, en fait, ça va marquer les esprits, cette affaire-là. Et ça va rester au Canada anglais. Donc, on va faire le lien rapide là, entre les nazis et les Québécois. Alors, ça va dans les journaux, là, moi je me rappelle des années 60, là, ça arrivait continuellement. Nous autres, ça nous mettait en furieux là, de voir ça. Mais oui. De faire le rapport si facile entre, dans le fond, c'est que peu importe qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, si ça déplaît à quelqu'un, le réflexe procédural est là, on nous traite de nazis, de racistes et de xénophobes. Voyez-vous, là, c'est automatique, hein? Oui. Alors, donc, mais ça, pour n'importe quelle raison, on nous compare aux pires criminels de l'histoire. Voyez-vous? Oui. Alors que les Québécois n'ont jamais tué personne. Puis, oui. Alors, là, on nous compare aux pires criminels de l'histoire. Donc, les Anglais le font depuis les années. La communauté historique anglaise de Montréal, qui d'ailleurs reçoit de l'État du Québec chaque année 7 fois le montant qu'elle aurait droit pour la subvention de ses universités. Donc, c'est cette minorité historique-là qui en fait, qui a beaucoup utilisé cette expression-là. Elle n'est pas la seule. À Toronto aussi, on l'utilise. Donc, on nous compare régulièrement, pour n'importe quelle raison, à des nazis et des racistes. Et là, les minorités ethniques du Québec, ils font la même chose maintenant. Oui, c'est ça. Ils font la même chose maintenant. Là. Alors, ils s'en privent pas. Donc, c'est attaquer vraiment l'honneur et la réputation d'un peuple, mais sans raison, voyez-vous. Regarde la loi 21. La loi 21 est une loi très raisonnable, à mon avis. Moi, je serais allé plus loin que ça. Très raisonnable, qui cherche à protéger la liberté de conscience des enfants, des excès, des fanatiques et des extrémistes religieux. Oui. Parce que les fanatiques et extrémistes religieux, eux, pensent toujours que leurs droits sont plus importants que le droit des autres. Alors, qu'est-ce que fait la loi 21? Dit dorénavant, tout signe ostentatoire religieux sera défendu dans les classes pour respecter la liberté de conscience des enfants et éviter qu'il y ait du prosélytisme. Parce que le prosélytisme est obligatoire dans une certaine religion. Alors, et pour cette raison-là, on a vu dans la rue là, les manifestations, les pancartes, protégez-nous des Québécois de souche, le drapeau du Québec avec des croix gammées dessus, il y a toutes sortes de choses. Donc, on nous rabaisse parce qu'on a pris une loi pour protéger la liberté de conscience. De manière automatique, on nous compare aux pires criminels de l'histoire. Vous avez peut-être suivi là, ces jours-ci, là, il y a eu un décès d'une personne Atikamekw. Oui. Bon, alors, il fallait, selon Mathieu Bocoté, ne pas, justement, s'excuser ou décompenser ou changer vraiment la mentalité, là, mais pas étendre ça à un racisme systémique, parce que c'est ça qui arrivait. C'est ça. Puis le racisme systémique, lui, c'est lorsque il est inscrit dans la loi. Oui. Alors, dans un de mes articles, là, qui va paraître, qui est écrit, mais qui va paraître dans peut-être un mois, là, dont le titre est « La violence politique », je l'explique ça. Ah oui. Alors, donc, le Québec, on a toujours vécu, nous, dans un racisme institutionnel. Parce qu'on nous a imposé des lois qui nous désavantageaient. Okay. Alors ça peut
du racisme systémique, c'est ça. Concernant les Indiens, ben oui, la loi sur les Indiens, c'est une loi fédérale, puis c'était vraiment une loi raciste, là. Alors, au début, on l'appelait la loi sur les sauvages et tout ça. Alors, ça, c'était vraiment une loi raciste pour prendre le contrôle sur les Indiens et, si possible, les dénationaliser et tout ça, avec des mesures, des règlements et tout ça. Donc, ça, c'est certainement raciste, ça. Mais pas par rapport au Québec. Ben non, parce que le Québec, c'est pas... Le Québec, lui, dans le fond, les Indiens ont le droit, comme n'importe qui au Québec, aux services de santé. Et c'est certain qu'il y a des choses qui se font et qui ne sont pas normales, mais qui ne sont pas inscrites dans la loi. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des préjugés, puis il y a des gens qui sont fatigués, puis Alors donc, il y a des Indiens qui ne reçoivent pas les traitements auxquels ils ont droit. Donc, c'est vraiment... Oui, mais si le racisme existe, il est individuel, là. Oui. Alors, mais M. Bock-Côté disait qu'il fallait faire attention de ne pas étendre ça à du racisme systémique, parce que ensuite, c'est la loi 21 qui va être ciblée, etc. Ben, c'est ça. C'est pour ça que moi, je dis que, dans le fond, ça peut être... ce qu'on a entendu de la femme, là, c'est extrêmement méprisant, là. Oui. Il n'y a aucune loi qui l'autorise à parler comme ça à personne, tu sais. C'est une personne. Une personne malade qui est malade, là, peu importe sa couleur, sa grosseur, sa langue, a le droit à avoir les meilleurs soins possibles, là. Oui. Alors, mais c'est pas écrit dans la loi que les Indiens, ils ont moins de services. Exactement. Que les autres, là. Alors, mais il y a des gens qui interprètent, qui agissent comme ils veulent, là, puis qui disent des bêtises, puis qui disent des injures, puis tout ça, mais c'est pas l'État du Québec, là, qui a adopté une loi de manière à créer une discrimination systémique contre les Indiens. Oui, puis par contre, il y a plusieurs élus s'excusent pour les lois fédérales qui sont... On n'a rien à voir avec ça, nous. C'est ça. Les lois fédérales, c'est des lois fédérales. Alors, que Trudeau s'excuse, mais ces lois fédérales-là, c'est la compétence d'un État sur lequel on n'a pas grand contrôle, là. C'est ça. Alors, au Québec, ben, dans le fond, les Indiens, dans le fond, moi, personnellement, là, je connais pas de Québec. Dans mes amis ou dans ma famille, là, je connais personne là, qui parle contre les Indiens. Ouais, alors, on est plutôt sympathique aux Indiens, puis on voit leur misère et tout ça. Dans le fond, ils n'ont pas l'aide qu'ils devraient avoir, je pense, de l'État, parce qu'ils ont les mêmes choses que les autres, mais peut-être qu'ils ont besoin de plus, parce qu'ils ont des difficultés, ils ont beaucoup de difficultés à vivre, à s'adapter et tout ça. Puis, par eux-mêmes, ils ne sont pas capables de s'en sortir. Ça veut dire que l'État du Québec devrait mettre des ressources et des programmes spéciaux pour venir en aide aux Indiens, pour les aider à sortir de leur misère, parce qu'il y a certains endroits où ils vivent dans la misère. Certains endroits où ils vivent bien, là, regardez chez nous, là, à Mastoyache, là, Pointe-Bleue, la situation a beaucoup changé, là. Il y a des Indiens, il y a des... Passez sur la rue principale, là, et vous voyez des maisons de 300 000 piastres, là. Il y a des gens qui sont des hommes d'affaires, il y a des professionnels, mais ça prend du temps. Moi, quand j'étais enfant, je me souviens, on passait là, on n'était pas loin. Alors, les Indiens, à un moment donné, le gouvernement fédéral avait bâti des petites maisons pour les Indiens, le long de la route, là. Mais les Indiens ne restaient pas dedans. Ils n'aimaient pas ça, puis la plupart étaient tentés. Ils se tentaient devant leur maison. Puis quand il y avait besoin de chauffage, ben, la forêt était plus loin, ben là, ils prenaient des morceaux de la maison puis chauffaient. Alors,
Après, ben là, on passait, puis là, à un moment donné, il n'y avait plus de tentes devant les maisons. Mm. Là, les Indiens ont décidé de rentrer dans les maisons. Alors là, on voyait des changements. Puis là, ils ne mettaient pas des rideaux, ils mettaient de la gazette Mm. dans les fenêtres et tout ça. Mm. Puis là, ben, au fur et à mesure, ben, les habitudes ont changé. Aujourd'hui, voyez-vous, on voit des maisons, des très, très belles maisons à Pointe-Bleue, là. Mais plus loin, on voit, il y a quand même des quartiers là, où c'est pauvre encore, là. Mm. Donc, les Indiens, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés, à sortir du bois, dans un sens, là. Oui. Alors, c'est pas volontaire, le Québec n'a jamais adopté de loi pour nuire aux Indiens, là. C'est ça. Alors, et puis les Québécois sont pas, les Québécois il y a sûrement des Québécois qui ont des mauvaises opinions contre les Indiens. Oui. Mais en tout cas, moi, dans ma famille, là, j'ai jamais entendu personne faire des commentaires méprisants sur les Indiens. Et dans mes amis, j'ai jamais entendu personne faire des commentaires méprisants sur les Indiens. Alors, donc, il y a du racisme sûrement. Regarde, ce que la femme a dit, là, c'était quand même grossier, méprisant, là. Oui. Alors, c'est évident. Elle a été congédiée, puis c'est bien fait pour elle, là. Puis en fait, c'est que vois-tu, le système n'est pas assez efficace, comme voyez-vous, il y a toute cette histoire de femmes qui disparaissent et tout ça, là. Oui. Mais ça, c'est tout un problème, là. C'est tout un problème, là. Les femmes indiennes, elles sont pas assez encadrées par leur famille ou par leur communauté, puis ils veulent sortir, ils vont dans des bars et tout ça, puis ils prennent des risques avec n'importe qui. Ils sont pas moi, je les trouve pas prudentes. Oui. Je trouve qu'elles manquent de prudence, là. Alors, et ils font confiance à trop de monde, puis il y en a qui boivent beaucoup plus qu'ils devraient. Ça, je sais pas pourquoi, parce que ça existe aussi, des Indiens qui boivent, là. Comme à Pointe-Bleue, là, moi j'ai vu certaines familles là, qui étaient des Indiens qui venaient de Mistassini, là, du lac Mistassini. Là, il y a certains qui descendent à Pointe-Bleue. C'est la même tribu, là, c'est la même langue. Là. Puis j'ai vu ça souvent, là, des maisons là, où le monde buvait là, jusqu'au bout, là, ça n'avait pas de bon sens. Ah, alors, on sait pas, parce que dans le fond, ils sont comme désœuvrés, ils savent pas quoi faire de leur vie, ils sont vis-à-vis, donc ils sont en perte de repères, là, c'est certain. Oui, il y a des... Donc ça prend du temps, et il faut mettre du temps, mais il faut aussi mettre de l'aide aussi. Donc ça veut dire que l'État du Québec doit aider davantage, créer des programmes pour venir en aide davantage aux Indiens, parce que le fédéral ne le fait pas. Normalement, ça devrait être le fédéral qui devrait faire ces programmes-là. Mais étant donné que les Indiens sont nos compatriotes, puis dans le fond, sont nos seuls amis au Québec, parce que dans le fond, on n'a pas d'amis. En Amérique du Nord, là, on n'a pas d'alliés. OK. On n'a jamais eu d'alliés en Amérique du Nord. Non. Alors, donc, les Indiens, ils ont toujours été là et ils nous ont jamais fait de problème. Donc, nous autres, on a l'obligation de bonne foi et de justice à l'endroit des Indiens. Ouais, c'est ça. Ils sont tellement solidaires entre eux aussi. Là. Moi, c'est quelque chose qui me fascine à chaque fois. Là. Quand ils sont capables de s'enchaîner à un pipeline et que ils se mettent ensemble pour devant une cause, là, que ce soit les États-Unis ou que ce soit au Canada, c'est vraiment c'est impressionnant, je trouve. Impressionnant. En tout cas, moi je dis que le Québec, les Indiens sont chez eux, ils ont toujours été chez eux, c'est pas des immigrants. Non, c'est ça. C'est pas des immigrants. Alors, le monde change, puis c'est difficile pour certains groupes de s'adapter à ces changements-là. Alors, c'est notre obligation. Moi, je dis qu'on a une obligation de bonne foi et de justice à l'endroit de nos plus proches alliés. Qu'est-ce que vous pensez du ministre Lafrenière?
Ah, ben là, pour le moment, j'ai pas eu le temps de penser à ça, là. Non. Mais je Vous pense que savez que c'est Yann Lafrenière? la ministre n'était pas à la hauteur, là. Non. Alors, donc, on va voir qu'est-ce qu'il va faire, lui, là. Oui, parce que lui, il a parlé de profilage. Il était conscient qu'il y avait beaucoup de profilage, mais effectivement, hein, euh, Mais il y a certains profilages aussi qui s'expliquent. oui, Parce que, voyez-vous, comme à Montréal, il y a des profilages. Il y a des profilages, mais par contre, on constate que dans les statistiques de la ville de Montréal, les personnes qui se plaignent de profilage sont 5 fois plus impliquées dans les crimes contre la personne que le reste de la population. ah, Et ça, c'est d'année en année. oui. Alors, plus de voies de fait graves, plus de meurtres. Et ces gens-là, ben, ils se plaignent de profilage. Ben, Dans votre article, le peuple le plus civilisé du monde vit dans la province de Québec. oui. On retrouve, oui, on peut Non, lire. non. Non? Dans mon article, je te parle de pays, mais je ne Oui. parle pas de groupe. OK, mais si vous parlez de... Est-ce que vous en avez fait un article sur qui traiterait de profilage et autre chose, là? Non, ben, j'ai certaines. Moi, ça fait longtemps que je suis conscient et que je découpe des articles. J'imagine. Mais nommer des groupes au Québec, là, Non, c'est. c'est mieux pas. Pour le moment, là, en tout cas, Oui. moi, dans mon article, Oui. là, je parle des pays. OK. Alors, Mais dans ceux qui s'en viennent, là, mais avec il y a quand même des pays dans le monde là, où le nombre de meurtres par tranche de 100 000 habitants va jouer entre 20 et 50. Puis des endroits, c'est entre 20 et 55. oui. Alors que les Canadiens français du Québec, eux, ont un taux entre 0,6 et 0,8 par tranche de 100 000 habitants. Donc, ils sont, non seulement, ils ont le taux de meurtre le plus bas au Canada, mais plus bas en Amérique du Nord et plus bas dans le monde. Il y a juste le Danemark et la Suisse qui, parfois, ont des résultats assez semblables à ça. Parce que Maître Néron, la semaine passée, le lundi, Frédéric Bastien a interpellé un journaliste de Vancouver qui fait aussi des chroniques au Washington Post et qui nous traite justement là de racistes et puis qui dit que c'est au Québec qu'il y a le plus de tueries parce qu'on est raciste. Oui. Oui. Oui, je n'ai pas vu ça, mais en tout cas, mais je suis habitué d'entendre des choses comme ça parce que les journalistes du Canada anglais passent leur temps à utiliser le pouvoir qu'ils ont d'envoyer des nouvelles comme ça dans le monde, là. Oui. Alors, comme l'histoire du perroquet, là, on avait obligé à parler français, là. Oui. Alors, il y a des affaires comme ça, ridicules, là. L'histoire du Pastagate, là. Alors, ça, chaque fois que les Canadiens anglais peuvent trouver une façon de nous ridiculiser dans le monde, ils le font. Parce que moi, j'appelle ça du racisme parce qu'ils le font pour des raisons idéologiques. C'est ça, exactement. C'est ça que j'appelle le racisme paradoxal. Mm-hmm. Alors, le racisme paradoxal, ce sont des racistes qui accusent des non-racistes de racisme. Alors, les Québécois ne sont pas parfaits, sont loin d'être parfaits, mais par contre, ils respectent la vie des autres, puis ils sont capables de respecter les gens en général, puis dans le fond, si nous, on regarde ça de proche, ben, on n'aime pas le crime et tout ça, mais quand on regarde les statistiques internationales, on se rend compte que, dans le fond, le peuple québécois est probablement le peuple le plus paisible et le plus respectueux du monde. Là-dessus, Maître Néron, on va se reparler bientôt sur justement ce thème, si vous acceptez, bien sûr, parce que c'est d'actualité et c'est très important, comme vous dites, de le définir
proprement. Oui, Là. oui, parce que c'est racisme, ça veut dire quoi? Hein? Alors, parce qu'il y a racisme, il y a une conception, par exemple, si tu crois qu'il y a des races existent, ben, à partir tu peux vouloir la justice puis penser que les races existent, donc tu es raciste. Donc les groupes racisés sont eux-mêmes racistes là, parce que ils se considèrent comme racisés. Alors, ils sont racistes légers, mais c'est quand même du racisme. Alors, donc, le véritable racisme, il est idéologique. Donc, c'est une question de pouvoir, de contrôle et de domination. C'est une idéologie. Alors, si par exemple, tu considères que certains groupes n'ont pas le droit aux mêmes avantages, au même respect de la loi, ben à ce moment-là, ça devient véritablement du racisme. Maître Néron, je vous remercie encore. C'est absolument très intéressant. Et ça devrait être diffusé le 22 octobre. Okay. On a fait 1h30 complète. Là, et merci encore. Merci, puis on se recontacte bientôt. OK, alors moi-même, je vous remercie. Et c'est des sujets sur lesquels je travaille tout le temps, donc j'aime en parler. Et ça me fait plaisir de vous en parler, puis que vos auditeurs puissent participer un petit peu aussi à ça. Au revoir, merci. OK, bonne journée. C'est déjà tout pour en 60 minutes. Que ça passe vite. Nous vous inviterons à assister à une autre de nos émissions en 60 minutes avec Céline et ses invités. C'était Jean-Marc Drolet pour Radio Infocité. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.